Là, vous vous dites qu'il y a forcément un piège. Vous êtes en train de passer le code, vous ne pouvez pas avoir le permis et donc il n'y a aucune réponse valable. Vous n'êtes même pas en probatoire puisque vous vous entraînez à passer le code. Ah, vous avez pris l'habitude de voir le mal partout, mais ils sont pas si mesquins que ça. Leur but, c'est pas de vous faire échouer. Je vous donne une petite astuce de vulgarisateur concernant les questionnaires à choix multiples, le fameux QCM. Parmi les choix, il y a au minimum une réponse bonne, donc plusieurs réponses fausses. Et au minimum une réponse fausse, donc plusieurs réponses bonnes. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas ne pas cocher au moins une case et que vous ne pouvez pas cocher toutes les cases. Revenons sur la photo. Il n'y a qu'ici une seule réponse bonne et 2 réponses fausses. Vous êtes sur une autoroute et les panneaux vous indiquent une VMA à 130 par temps sec et 110 par temps de pluie pour tous les conducteurs. Les probatoires ne peuvent pas rouler à 130 sur cette autoroute, ils sont limités à 110 même par temps sec. Donc, je roule au maximum à 130 par temps sec. Oui, je coche A. Je roule au maximum à 130 quand il pleut. Non, c'est 110, donc je ne coche pas B. Je roule au maximum à 130 quand je suis conducteur novice ou en probatoire si vous préférez. Donc non, je ne coche pas C. Vous voyez, une réponse bonne, 2 réponses fausses. On continue avec une histoire de piétons qui, malheureusement, ne sont pas faciles à détecter quand ils ne bougent pas. Je pense que vous la voyez, mamie, qui attend sagement que vous la laissiez passer. La toute première chose à faire, c'est de regarder dans le rétro central pour y voir ce conducteur qui roule à moins de 15 mètres. Comme je l'ai proposé dans cette vidéo, vous allez devoir amortir votre frein pour ne pas le surprendre parce que si vous pliez la pédale, il va vous projeter sur mamie qui aura commencé à traverser. Même s'il a évidemment commis la première infraction, c'est votre voiture qui a blessé le piéton. En tout cas, c'est ce que vous dira l'assureur quand vous lui présenterez la facture des soins de mamie. Donc revenons à la photo. Je passe avec prudence, non, puisque les piétons ont la priorité de passage quand ils sont face à un passage piéton, donc je ne coche pas A. Je ralentis, non, du coup, puisque tant que vous roulez, elle n'osera pas traverser, donc je ne coche pas B. Je m'arrête, oui. Vous roulez à 4 mètres secondes sur le compteur, l'atterrissage est plutôt facile, donc je coche la case C. Méfiez-vous des montants gauche et droit de votre pare-brise, ce sont des angles morts dans lesquels votre concentration a la fâcheuse tendance à cacher des trucs. Un peu comme la ventouse de votre smartphone collée en plein milieu du pare-brise ou les trucs qui pendouillent sous le rétro central. Tiens, on va parler d'une autre fâcheuse tendance des conducteurs justement. Les écouteurs dans les oreilles, histoire d'écouter de la musique ou papoter au téléphone discrètement parce que vous croyez que personne ne vous voit faire. Vous ne vous en rendez plus compte tellement tout le monde le fait, mais vous faites ça à la base pour vous distraire. Or c'est là qu'est tout le problème. Conduire un véhicule demande de la concentration. Et si vous êtes distrait par quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la conduite, l'usage des écouteurs au volant est dangereux, oui, forcément, donc je coche la case A. Évidemment que je ne coche pas la case B, c'est une des mauvaises réponses. Comme il n'y a rien de toléré dans ce code rempli de sanctions en tout genre, même si c'est pour écouter de la musique, c'est non. Je ne coche pas la case C, et encore moins pour téléphoner, donc je ne coche pas la case D. Les véhicules récents sont tous équipés de systèmes main libre pour écouter de la musique ou téléphoner, donc si votre truc c'est les Youngtimers, les voitures de plus de 30 ans, un petit tour chez le vendeur d'accessoires et hop, vous pourrez continuer de faire saigner vos oreilles avec la musique qui vous plaît, sans vous prendre d'amende. Vous avez vu dans le rétro comment le scooter il a franchi la ligne continue pour être dans la file avant moi ? C'est frustrant, je sais, mais je peux plus m'insérer maintenant parce qu'il est prioritaire dans sa voie, donc je réponds non et je coche la case B. Il y a encore trop de gens qui font ça sous prétexte qu'ils ont plus de puissance que vous ou qu'ils sont pressés, mais c'est un truc connu de chauffard ça. Dans ce cas précis, il est suicidaire de ne pas regarder dans son rétro-latéral avant de mettre son clignotant. Donc à la question « j'active immédiatement mon clignotant », je réponds non. Réponse D. J'en ai parlé dans cette vidéo de la meilleure méthode pour mettre le clignotant, vous devriez aller la voir. On va enchaîner avec genre on fait un constat, on fait pas de constat. Vous venez d'avoir un accident matériel avec un autre véhicule et A, vous ne faites pas de constat, B, vous remplissez un constat amiable ou C, vous remplissez chacun votre constat. Quand on vient d'avoir un accident matériel, il faut faire un constat même si c'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire avec la version papier que vous a fourni votre assureur
Ou bien vous pouvez utiliser l'application e-Constat, c'est une application du gouvernement et je vous mets le lien en description pour aller la chercher sur Google ou Apple. C'est gratuit et c'est tout aussi légal, donc profitez-en. Dans ce cas précis, on vous demande s'il en faut un, deux ou pas du tout. C'est évident que ce n'est pas la réponse A, il en faut un. C'est l'idéal même pour se faire rembourser la case quand on n'est pas en tort. On coche la case B donc, et pas besoin de cocher la case C. Vous pouvez tout remplir sur le même. Je vais vous donner un petit conseil que vous allez mémoriser, au cas où ça vous arrive à vous aussi. Dès que vous sortez de votre véhicule, au moment de l'accident, vous prenez la plaque d'immatriculation de l'autre véhicule en photo immédiatement. Comme ça, si jamais l'envie lui prend de se barrer et de vous laisser en plan comme ça, parce qu'il n'est pas assuré ou parce qu'il n'a pas de permis, votre assureur pourra lui envoyer la police. Donc, vous pourrez être remboursé et indemnisé. Et ça vous évitera d'aller voir le garage avec la queue entre les jambes en disant plainte contre X, délit de fuite, c'est moi qui vais payer les réparations. Je ferai une autre vidéo dédiée aux accidents où on reparlera éventuellement des constats, mais je vous donnerai aussi d'autres astuces pour désamorcer les conflits. Vous allez voir, c'est très pratique. Je sais pas pour vous, mais quand je vois écrit, moi, constat amiable, en cas d'accident, c'est souvent la bagarre, donc constat amiable, il y a un peu contradiction dans les termes, non? Ces images donc que je vous ai montrées, c'est la formation en ligne que je vends à mes élèves pour s'entraîner avant de venir avec moi dans la bagnole pour mettre en pratique le code de la route. Vous pouvez l'acheter vous aussi si vous voulez, je vous mets encore un lien dans la description pour aller directement sur le site. C'est les vraies personnes, je vous assure, pas d'arnaque, des transactions sécurisées, des conditions générales de vente, une vraie banque, des vraies personnes au téléphone si jamais vous avez un souci, enfin bref, allez-y, les yeux fermés. Sur ces emplacements, je stationne un véhicule diesel, réponse A, un véhicule électrique, réponse B. On n'a pas le temps de refaire le débat entre anti et pro véhicule électrique parce que c'est juste une question de code de la route. Donc, on regarde ce marquage qui impose un emplacement réservé aux véhicules électriques. Je ne peux pas cocher A puisque par convention, c'est stationnement interdit pour les véhicules thermiques. Pour répondre aux questions suivantes, il suffit d'un petit peu de bon sens. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous brancher sur un pylône de haute tension pour recharger un portable ou la batterie de votre véhicule ? Outre le fait qu'il faudrait évidemment dénuder quelques fils pour y arriver, vous n'êtes pas ce genre de campeur sauvage. Et ce chargeur est réservé à ceux qui peuvent se payer ces nouvelles bagnoles de luxe. Donc on ne coche pas C et on ne coche pas D. Chacun reste à sa place. La photo suivante est un peu particulière parce qu'elle aussi peut vous induire en erreur. Moi, si je me fie à la photo, je le déplace direct avant de lui porter secours d'une quelconque façon que ce soit. La victime est couchée sur une voie de circulation. On risque nos vies à tous les deux si on squatte là. Mais lisez bien la phrase. Pour secourir la victime en attendant les secours. Dans la procédure de sécurité standard, il faut d'abord protéger la zone, alerter les secours et secourir en les attendant. En fonction de ses compétences, bien sûr. Sur cette photo d'illustration, le type est en train de procéder à l'envers, alors que la question est explicite, en attendant les secours. Donc, pour secourir, on la couvre, oui, elle est en état de choc, sa température corporelle peut baisser dangereusement. On la déplace, non, c'est déjà fait normalement, si elle était en danger quand on l'a trouvée. On lui donne à boire, non. Surtout pas, même si elle vous dit qu'elle a soif, vous n'êtes pas médecin, vous êtes là pour surveiller l'état de conscience de votre victime en l'attendant, ce médecin. Papotez avec elle, ça crée des liens et vous vous sentirez utile à votre prochain. Il faut se méfier de ce réflexe qu'on a tous, celui de regarder la photo d'abord et de répondre à la question ensuite. En réalité, il faut faire l'inverse. Il faut essayer de répondre à la question sans regarder la photo. À moins que dans la question, on vous soit plus directif en vous disant « cette victime, ce panneau, cette voie de circulation ». Il me faudrait une bonne grosse vidéo pour vous parler des distances de sécurité. Mais sur la photo, on a une situation bien classique. Regardez, il y a un espace entre le véhicule de devant et moi, et en fonction de nos vitesses respectives, on vous demande si l'espace est suffisant. Alors, si on compte bien les traits de médiane, on est à peu près à 52 mètres environ. Donc, à 90, c'est 50 mètres. Donc, je coche la case C. Et forcément, à 110 et 130 mètres, je suis trop près. Donc, je ne coche pas la case A et surtout pas la case B. Attention, il n'est pas question de distance d'arrêt dans ce cas-là, mais plutôt de distance de sécurité. C'était pas du tout pareil et ça ne se calcule pas de la même façon. Et même si ça ressemble énormément à une autoroute sur la photo, c'en est pas une.
Il y a un petit détail pour le prouver, mais je vous laisse jouer à ce jeu-là avec cet indice dans les commentaires. On va voir si vous avez l'œil du conducteur d'élite. Encore une consigne de sécurité qu'on vous demande d'appliquer. Dans ce cas, c'est simple, c'est oui ou c'est non. Les rétroviseurs sont pas là pour décorer les flancs de la voiture. J'ai même lu quelque part que ça compliquait sérieusement la vie des ingénieurs, tous ces trucs qui dépassent là en soufflerie, parce que, ça freine la bagnole, donc forcément, plus d'énergie pour la faire avancer, ça consomme plus. Ouais d'accord, mais là, il s'agit de descendre du véhicule ensuite, donc c'est là qu'intervient la consigne de sécurité, justement, qui pourrait s'appeler « Regarde ton rétro avant d'ouvrir la porte, sinon tu vas te faire arracher » par un vélo, par une moto, par une autre voiture, un gros camion poubelle que t'avais pas vu arriver. D'ailleurs, à ce propos, les rétroviseurs, c'est certes très pratique, mais on voit pas tout dedans. Il y a aussi les angles morts. Par sécurité, il faut aussi chercher dans celui de gauche, donc réponse C. Je parie même que t'as déjà vu un trade avec ce bon vieux geste bien machinal pour faire des vues. Bon, si ça peut t'aider à respecter la consigne de sécurité le jour de l'examen, tu peux toujours essayer, mais si tu crois que l'examinateur va pas te cramer à faire semblant de regarder machinalement, tu te trompes. Lui, ce qu'il veut, c'est une conduite sécurisée, pas une démo de robot K-pop. Moi perso, j'adore ces petites routes de campagne parce que c'est joli, il y a toujours quelque chose à regarder, c'est la surprise permanente, à chaque virage. Justement, dans ce cas-là, tout peut arriver en face, voire même à contresens. Donc, est-ce que je fais un appel lumineux? Non, ça sert à rien, il fait jour. Est-ce que je klaxonne? Oui, c'est mieux, hein. C'est même la seule véritable fonction du klaxon. Pour prévenir quelqu'un en cas de danger immédiat, genre « Attention, réveille-toi, j'arrive, hey ho !» En tout cas, il faut toujours ralentir devant le danger, donc je ne maintiens pas mon allure, je ne coche pas C. Et je vois pas pourquoi je m'arrêterais tant qu'il n'y a rien qui arrive. En plus, c'est interdit avant un virage de toute façon, donc je ne coche surtout pas D. On est d'accord que toutes les situations que je traite dans ces vidéos ne sont qu'un extrait de l'immense base de données de la formation que je vous propose en description.